Et c'est l'après-midi et le temps a changé. Nous sommes toujours à Dresde et effectivement le monde commence à venir. Il y a de la police, beaucoup de police. On voit des voitures de police là-bas derrière, des fourgonnettes. Et visiblement c'est un événement, cet anniversaire qui est non seulement chargé d'histoire mais chargé de politique. Puisqu'on a ici effectivement toutes sortes de représentations historiques, mais aussi voilà, on a ici derrière moi les Antifa qui sont venus avec leurs fourgonnettes et qui je ne sais pas ce qu'ils vont faire. En tout cas, voilà, c'est chargé, donc on verra bien. Alors on m'a expliqué ce qui se passe, c'est qu'en fait les Antifa croient qu'il y a une récupération fasciste des commémorations des bombardements et que les gens qui sont tristes pour le bombardement c'est des fascistes et donc ils viennent jouer de la musique donc parce qu'il faut que Dresde soit queer et tout ça, alors que peut-être qu'il y a une récupération d'extrême droite, enfin bref, de toute façon aujourd'hui tout ce qui est à gauche tout ce qui est à droite de Lénine c'est à l'extrême droite, mais donc c'est possible qu'il y ait des affrontements. Donc la police nous a averti qu'il allait y avoir des milliers de personnes ce soir qui vont se friter ici la gueule. Bon bref, c'est un peu triste quand même, c'est un peu pitoyable. Musikstück. Ich gehöre meine Stadt. Menschliches zu ahnen, so sagt ihr sei eure Pflicht. Da sind wir bessere Zeugen, findet ihr nicht. Wir starten in unser kinderverkohltes Angesicht. In unserem Finger zerfiel den wir geboren ins Licht. Dresden wird auf ewig. Et donc voilà, dans cette petite ville d'Est d'Allemagne, d'une part le temps change vite, et d'autre part, finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'attroupements. Les gens potentiellement hostiles aux souvenirs et à la paix sont partis. En fait, il n'y a rien eu, donc c'est très très bien. Donc on va profiter de l'hiver qui est revenu pour se balader. Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie de vidéo où je suis chez moi, de retour, un peu spectral ce soir avec la lumière, mais il est tard et je voulais vous faire cette vidéo
Avant de commencer cette vidéo qui sera structurée en 3 parties, tout d'abord une première partie, on va faire en fait une vision panoramique de l'histoire, de ce qui s'est passé, et un tout petit peu d'historiographie, pas longtemps. Une deuxième partie sur le bombardement de Dresde en soi, et les leçons que l'on peut, en tout cas ce que l'on peut observer et apprendre de l'historique de ce bombardement. Et troisième partie, les effets qui décrivent les effets sur les gens et la population. Et ce qui nous amènera à une troisième vidéo où on discutera ce que nous devrions réfléchir, ce que nous pouvons faire si, à Dieu ne plaise, nous tombions dans ce genre de scénario. Avant de commencer, je voulais juste faire une petite rectification, en tout cas une précision, par rapport à un élément de la première vidéo. Il y aura d'autres éléments historiques que je vais préciser, mais par rapport à un élément moderne, je vous fais une petite précision. Rebonjour à tous. Alors pour la petite histoire ici à Dresde, lorsque je suis arrivé l'autre jour, j'ai vu je croyais que c'était Angela Merkel en fait, avec une exposition Ne jamais oublier. Et c'est important de ne pas oublier les drames de l'histoire. Et me suis approché et effectivement, je pensais que c'était pour ne pas oublier les survivants de cet immonde, tragique bombardement de Dresde. Et donc, je me disais, effectivement, ce sont des portraits de vieilles personnes. Alors, ils n'ont pas l'air très allemands, c'est vrai. Mais bon, voilà, après tout, quand on vieillit, on se ressemble un peu tous. Et en fait, pas du tout. C'est une exposition, voilà, organisée par l'UNESCO, etc., d'un projet d'un photographe, Luigi Toscano. Luigi, qui est italo-allemand. Et donc, qui a interviewé 400 survivants de la Shoah, 500 peut-être, et qui a fait des portraits, etc. Et c'est un projet que je trouve... c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et effectivement, c'est très important de donner la parole, et pourquoi pas avec des portraits de gens qui ont survécu et qui peuvent raconter leurs histoires parfois tragiques, souvent horribles malheureusement, et tristes, parce que voilà, on ne souhaite pas on ne souhaite pas que des gens, surtout qu'à l'époque ils étaient jeunes, souffrent, etc. Et non, le souci, c'est pourquoi lors du 80e anniversaire de la destruction de Dresde, où ce sont 130 000 Allemands qui sont morts, et donc ça veut dire des centaines de milliers d'autres qui souffrent, pourquoi est-ce que c'est ceux-là qu'on choisit de mettre en vitrine, si on veut ? Alors, est-ce que c'est un projet de soumission ? Est-ce que c'est un projet de culpabilisation qui fait partie d'un gros projet initial et qui peut... Ça, c'est une idée. Ça, c'est l'idée méchante. Ensuite, il y a l'idée gentille qui est celle de dire, dans un projet d'éducation générale, pourquoi pas faire en sorte que, on se souvienne, mais c'est très malvenu parce que, évidemment que tout le monde a souffert et que donc mettre en avant seulement une partie des gens qui ont souffert et toujours les mêmes par rapport à d'autres, c'est malvenu. Alors moi, je crois que c'est pas un projet. Je pense que c'est effectivement une logique. Je pense que le mec, pour se faire financer, s'il voulait montrer des Allemands, il aurait pas reçu le pognon. Et donc, et en fait, c'est un projet de 2015. Je suis allé voir parce que mon premier instinct, c'est de me dire de qui se moque-t-on ? Mais ensuite, je suis quand même allé voir. Donc, je pense que c'est plus, le hasard. C'est un exemple de ce qui peut se faire. C'est un peu maladroit, mais c'est important que l'on se souvienne. Mais c'est important qu'on se souvienne de toutes les victimes, pas seulement de certains. Surtout ceux qui ont survécu. Il y a beaucoup de survivants quand même, faut pas déconner. Beaucoup, c'est suspicieux d'ailleurs, à quel point il y a des survivants. En tout cas, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est bien, c'est pas bien ? Est-ce qu'il faut se souvenir de qui, comment, dans quelle proportion ? Est-ce qu'il y a des souffrances qui valent plus que d'autres ? Est-ce qu'il y en a qui veulent moins des autres ? Moi, je suis pour le pardon, je suis pour que l'on se souvienne, mais je suis pour que l'on pardonne et que l'on
fasse les efforts pour que les choses ne se reproduisent pas, parce que c'est ça le message. Les messages, ce n'est pas de culpabiliser les gens, je crois, enfin c'est comme ça que ça devrait l'être. Le message, c'est pas d'aller prendre de l'argent aux gens, en tout cas c'est comme ça que ça devrait l'être. Le message n'est pas de utiliser le chantage émotionnel pour des avantages politiques ou autres, parce que sinon dans 50 ans on va utiliser le chantage du Moyen-Orient contre... Non, ça marche pas. Donc il faut rester éthique, il faut rester droit, il faut se souvenir, mais faut pas abuser. Donc en fait je pense que c'est contre-productif, je pense que c'est maladroit, mais je pense que ça ne partait pas d'une mauvaise intention ce coup-ci, j'ai un peu vérifié. Donc voilà, mais le fait qu'on réagisse au quart de tour, et j'en ai parlé avec des Allemands ici, et ils ont tous réagi au quart de tour en disant oui, non, on n'y avait pas... Vous voyez ce que je veux dire quand c'est contre-productif? C'est dommage, parce que la souffrance, c'est la souffrance. Et donc, et si on veut l'éviter, il faut être adroit, il faut expliquer les choses, et pas toujours de la même manière. À force de taper sur le même clou, au bout d'un moment, le clou, il devient trop dur. Enfin, je sais pas si c'est une bonne métaphore, enfin bref. Je voulais juste faire ce petit topo. Nous voici donc pour parler dans cette deuxième partie de la vidéo du bombardement de Dresde. Alors comme vous l'imaginez, Dresde était une ville du centre, et toujours une ville du centre de l'Europe, mais qui était déjà connue depuis le XVIIIe siècle pour être une ville très jolie, un centre des arts et de la culture de cette Europe centrale si développée et qui s'est encore plus développée au cours du XIXe siècle et qui a rayonné comme étant un centre baroque, d'architecture baroque assez exceptionnel. Et lorsque la guerre a démarré, évidemment, en 1939 en Europe, cette ville a participé à l'effort de guerre. Il y avait des industries. Il y a eu notamment une industrie de tabac assez importante. Pour la petite histoire, lorsque j'étais à Dresde il y a quelques jours, eh bien, je suis arrivé et j'ai vu cette immense mosquée, cette mosquée cathédrale, peut-être de je sais pas, 50, 60 mètres de haut, avec un minaret gigantesque, une coupole à l'orientale incroyable. Et je me suis dit, et je disais à ma fiancée, mais c'est quand même incroyable. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de Turcs, parce qu'effectivement, il y avait écrit, il y avait un Yanizi, il y avait un mot turc écrit dessus. Je me suis dit, mais ils ont fait une mosquée pour les Turcs. Et je me disais, c'est pas logique, on est en ex-RDA, il n'y a pas de communauté turque importante ici, c'est pas logique. À moins qu'ils soient arrivés ces 20 dernières années. Eh bien, en fait, non, c'était un Allemand juif d'origine turque qui avait, dans les années 10 ou 20, en tout cas pendant la première moitié du XXe siècle, avait eu cette idée brillante d'abord d'importer du tabac turc pour faire des cigarettes en Allemagne, donc des cigarettes allemandes. Le nom m'échappe, mais c'est pas important. Et qui a camouflé, pour faire du marketing, ça c'est l'intelligence que j'admire chez ce peuple, c'est d'avoir camouflé l'usine en mosquée pour faire effet. Et cette usine, qui est légèrement au nord de la ville, enfin nord de la ville, près de la rivière Elbe, elle est particulière, puisqu'en fait, le minaret, c'est la cheminée. Ce n'est pas du tout un minaret. Et donc, ce n'est pas du tout une mosquée. Aujourd'hui, elle est recyclée en bureau, parce que, comme nous le verrons, c'était une des cibles du bombardement, et comme ils ont raté une grande partie des cibles militaires, en fait, l'usine de tabac, qui est pas extrêmement stratégique dans un effort de guerre, mais enfin, l'usine de tabac était ratée, et donc elle est toujours là. Il y avait aussi dans cette ville quelques industries militaires ou avec des applications militaires, notamment Zeiss Ikon dans le sud de la ville, qui fabriquait des instruments d'optométrie, de télémétrie. Donc voilà, c'est une des premières choses à dire, c'est que donc, pendant la guerre, Dresde a participé à l'effort de guerre allemand, bien sûr, et était une ville relativement peu touchée par les bombardements à partir de 1942, où les Britanniques et ensuite les Américains ont commencé leur campagne de bombardement sur l'Allemagne. Alors on va revenir à cela, mais
Tout d'abord, je vais vous parler du livre qui me sert ce soir qui va me servir pour des citations et des exemples, mais j'en ai d'autres que j'ai recueillis sur place et que j'ai lus sur d'autres livres. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que, évidemment, je vous conseille. Il s'appelle La destruction de Dresde par David Irving. Alors ici, c'est la version poche, j'ai lu, de 1962. Alors, j'avais lu ce livre il y a très longtemps, comme j'ai lu beaucoup de livres de David Irving, parce qu'il écrit d'une manière très accessible. C'est un écrivain historien britannique. Alors, les historiens diplômés vont dire « Ah, il n'a pas fait l'université, il n'a pas fait Oxford, il n'a pas fait je ne sais quoi ». Mais en fait, ce qui a rendu David Irving très vendu, c'est un auteur de très nombreux best-sellers. Il avait fait fortune dans les années 60, 70, 80 avec ses livres. Il a écrit des livres sur Rommel, il a écrit des livres sur vraiment plein de sujets, notamment liés à la guerre. Et en fait, c'est parce qu'il parle parfaitement allemand pour la bonne et simple raison qu'après-guerre, il était trop jeune pour participer à la guerre. Je dis il est toujours vivant, je crois. En fait, il est parti en Allemagne travailler. Et donc, il a travaillé dans le monde ouvrier en Allemagne. Il a parfaitement appris l'allemand et du fait de sa langue, et surtout dans les années 50, 60, il a pu accéder aux archives d'une manière brute que d'autres historiens, peut-être non germanophones, n'ont pas pu avoir la possibilité de le faire. Et donc, il nous explique dans ce livre la vision qu'avait l'historien en 1962. Alors, pour ceux qui veulent critiquer David Irving, vous pouvez le faire, parce qu'effectivement, il a été attaqué, massacré par le pouvoir, on va dire, pendant les années, je crois, 90, parce que je crois qu'il a été très maladroit. En se penchant sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un moment où vous devez faire un choix en tant qu'historien, et même en tant qu'amateur, hein. Le choix est le suivant, c'est que vous pouvez étudier l'histoire dans votre coin, mais si vous publiez et si vous êtes un historien public, il y a un moment, il y a des sujets auxquels vous êtes obligé de passer sous les fourches caudines de la vérité imposée par la loi et non pas la vérité imposée par les faits. Et malheureusement, et c'est vraiment dommage, parce que je crois que l'idée de l'histoire et de l'historien, c'est d'affiner les choses. Je ne crois pas qu'on va trouver Alors, vous allez me dire, il y a bien eu les massacres de Katyn qui, pendant 50 ans, ont été attribués aux Allemands, alors qu'en fait, c'était les Soviétiques. Et il y a sans doute pas mal d'autres crimes de guerre qui ont été en réalité faits par l'autre camp. Et puis ensuite, il y a le deux poids, deux mesures, et c'est ce dont on va parler brièvement à la fin de cette vidéo, c'est que lorsque le perdant, celui qui perd la guerre, va être accusé d'avoir bombardé ou commis des actes répréhensibles sur des gens désarmés, des civils, etc., il va être condamné et ce sera considéré comme un acte de guerre. Quand le vainqueur fait exactement la même chose pendant cette même guerre, là, on va lui dire c'est bon, ça passe. Et évidemment, d'un point de vue éthique, ça ne passe pas, mais on peut l'étudier. Or, il y a des sujets sur lesquels on ne peut absolument pas toucher, et en plus, il s'est fait gauler sur un truc qui est relativement... qui est pas central en réalité. C'est pas, il a pas dit, il y a pas de chambre à gaz. Tu vois, des trucs comme ça le newf direct. Non, non, il a juste dit Hitler n'a pas. D'abord, il a dit qu'il n'était pas au courant des exactions contre les Juifs. Bon, moi je pense que c'est faux. Il était au courant. Peut-être pas du premier jour, je parle de la guerre, hein, je parle pas des années 30. Peut-être qu'on lui a expliqué que les 10 000 mecs qui ont été tués à coups de mitrailleuse dans la forêt d'Ukraine, machin, mais il n'a pas assigné des ordres. L'environnement général était tel de persécution de ces minorités, surtout en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, dans les pays baltes, en Pologne, où ces gens étaient assez sans défense, et pour le cas de la Russie, avaient participé, pour les élites, au régime bolchevique, eh bien, je pense que l'encouragement était tacite, et ça suffit. Et donc, c'est très maladroit de dire il n'était pas au courant, il ne savait pas. Ça donne l'impression que tu veux disculper le mec d'avoir quand même lancé la guerre. Alors que David Irving, dans tous ses livres, et on le voit très très bien dans celui-ci, n'est pas pro-allemand du tout. Il est pro-réalité, et comme la réalité, c'est que l'Allemagne a déclenché cette guerre, alors
On pourrait discuter de pourquoi, mais enfin, elle a déclenché cette guerre. Donc David Irving est très réaliste et critique, évidemment, et même fustige, plus que critique, les décisions allemandes par rapport à la guerre, mais surtout aussi par rapport au bombardement. Il explique très très bien le cas de Rotterdam, il explique encore plus, puisqu'il est britannique, donc ça le touche forcément, le cas du Blitz sur Londres et la bataille d'Angleterre, avec les bombardements allemands des villes anglaises, Manchester, Coventry, Londres évidemment, Southampton et plein d'autres, Édimbourg, qui ont fait quand même pas mal de morts. Je crois que c'est 20 000 morts hein, chez les Britanniques, la bataille d'Angleterre, civile. Et donc, il explique que la volonté explicite de bombarder des civils, elle a existé des deux camps, et techniquement, c'est l'Allemagne qui a commencé, même si les Britanniques ont très vite, dès 1940, commencé. Alors en 1939, ils faisaient des raids où ils jetaient des petits billets pour dire non, vous allez perdre, rendez-vous. Mais à partir de 1940, il y a eu déjà des attaques de bombardiers très inefficaces, mais il y a déjà eu des premières attaques sur des villes allemandes. Mais à vrai dire, Rotterdam reste comme l'exemple. Alors on sait que Rotterdam c'est une erreur. Ce n'est pas une volonté explicite de l'Allemagne de tuer des civils à Rotterdam. Néanmoins, sur l'Angleterre, ça a été le cas. Il y a eu des attaques claires et précises, ordonnées, organisées, sur des villes avec des populations civiles. Et l'idée de terroriser une population pour qu'elle ait plus envie de se battre et qu'elle ne soutienne plus la guerre est une idée qui est assez... qui s'est développée dans les années 20. Pendant la Première Guerre mondiale, le bombardement stratégique n'existait pas, mais il y a eu des bombardements d'abord par dirigeables, Zeppelin, et par des bombardiers allemands sur l'Angleterre et sur la France, avec du bombardement, avec de l'artillerie à longue distance, etc. L'idée était de montrer que c'était possible. Les dommages étaient ridicules. Je crois que l'Angleterre a perdu 100 civils pendant la Première Guerre mondiale. C'est évidemment dramatique pour les 100 familles, mais c'est pas un chiffre important. Néanmoins, notamment des penseurs militaires comme Douai, qui est un Italien, un général Douai, et Mitchell aux États-Unis, un Britannique aussi avait fait pas mal de réflexions là-dessus, s'était dit, avec la technologie militaire qui permet d'amener une bombe très précisément à un endroit donné, il projetait les capacités de l'aviation dans les années futures, eh bien, il pensait qu'on pourrait mettre à genoux un pays simplement par la supériorité de la force aérienne. Et donc, cette idée de bombardement stratégique qui détruirait les industries, les centres névralgiques, les centres de communication, les routes, les transports, les infrastructures, mais aussi briserait la volonté d'une population à se battre, une population civile qui, par définition, est moins aguerrie que les soldats. Donc c'était une théorie, et je vais vous lire ce qu'en dit le commandement britannique, parce que ce sont les Britanniques qui dirigeaient l'effort de bombardement stratégique, y compris celui des Américains qui leur était subordonné. Et je vais vous dire un petit peu ce qu'était leur objectif pour vous donner le contexte. Voici ce que dit le maréchal de l'air Richard Pearce par rapport aux objectifs de la guerre donc des Alliés par rapport au bombardement stratégique. Voici ce qu'il dit et ce qu'il explique à ses différents généraux, aux commandants des différentes escadres aériennes. Donc c'est le 9 juillet 1941. J'ai reçu l'ordre de vous informer qu'un examen approfondi de la situation politique, économique et militaire de l'ennemi révèle que les points les plus faibles de son armure sont le moral de la population civile et son système intérieur de transport. Nous devons donc d'abord détruire les fondations sur lesquelles repose la machine de guerre allemande, l'économie qui la nourrit, le moral qui la soutient, les approvisionnements qui l'alimentent et les espoirs de victoire qui l'inspirent. Alors déjà, je tiens à dire que pour être succinct, c'est super succinct et c'est super efficace. On sent qu'à l'époque, même les généraux, même les militaires, c'était des têtes, c'était des cerveaux capables, et c'était des gens qui avaient étudié l'école classique, donc ils avaient étudié le grec, le latin, et c'était des gens capables d'expliquer un objectif de manière claire. Dans une entreprise, j'aimerais bien que ce soit aussi simple, aussi clair. J'en ai eu des objectifs qui m'ont été expliqués en 14 slides PowerPoint qui duraient 3 heures. Là, c'était très très clair. Et voici
alors un ajout à ce dispositif. Donc, lorsqu'il y a eu la conférence de Casablanca en 1943, voici comment était formulée l'idée de l'accentuation des bombardements sur l'Allemagne. Et l'Italie et la Roumanie. Je tiens à dire que l'idée, c'était de mettre à genoux tous les participants de l'Axe. Et puis, dans le secteur Pacifique, en Orient, eh bien, le Japon a pris la même chose dans la tronche. Voici ce qu'il dit. Votre objectif primordial sera la destruction et la dislocation progressive du système militaire, industriel et économique allemand et la sape du moral du peuple allemand à un point tel que sa capacité de résistance armée soit fatalement affaiblie. Vous voyez, c'est clair. Et donc, l'objectif, ensuite, comment il se déploie? Parce que quand vous avez expliqué voilà ce que vous devez détruire, d'abord, il y a une limite de moyens. Vous n'avez pas forcément toutes les armes disponibles, en l'occurrence des avions. D'ailleurs, il explique très bien, David Irving, dans ce livre, que les Britanniques, à un moment, ont eu de la peine à avoir suffisamment de bombes pour mettre sur leurs bombardiers, et que, effectivement, l'industrie américaine a pallié à la différence, mais que la production industrielle nécessitait, et c'est là où aussi on voit qu'à l'époque c'est des têtes, c'est pas comme les nains qu'il y a aujourd'hui aux commandes des Européens en général, et tant mieux, parce que sinon ils nous emmèneraient en guerre contre la Russie, c'est con. Mais la planification d'une guerre, elle va très très en amont sur la production de poudre, d'explosifs, des éléments métalliques qui forment la bombe, pour produire ensuite les bombes, qui vont ensuite être amenées par une certaine logistique, des camions, etc., dans les aérodromes. Il doit y avoir suffisamment d'aérodromes pour faire décoller suffisamment d'avions au même moment, pour qu'ils s'y forment des escadrons aériens, qui puissent aller sur leur objectif. Et évidemment, il faut les avions, et donc il faut fabriquer suffisamment d'avions, suffisamment vite, avec suffisamment de moteurs, avec suffisamment d'hélices, et former les équipages pour qu'il y ait 5 ou 6... entre pilotes-navigateurs, spécialistes radio, pointage, et puis quelques spécialistes dans les avions de tête, pour équiper toute cette flotte aérienne. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, c'est pas on va avec un décret en disant on va bombarder l'Allemagne. Non, non, il y a toute une planification industrielle, économique, logistique, et c'est fascinant. Je pense pas qu'on soit capable aujourd'hui, on a perdu cette compétence, on l'a vu encore pendant la guerre du Golfe, on l'a encore un tout petit peu vu chez les Américains, mais depuis 50 ans, toute la logistique de l'OTAN est gérée par les États-Unis, en réalité, planifiée par les États-Unis. Et même aujourd'hui, les États-Unis, on a vu, ils n'ont même pas été capables de rapatrier leur matériel des zones de guerre dans lesquelles ils sont allés, notamment en Afghanistan. On a vu en 2000... c'était quelle année? En 2000... avant que Trump arrive, la débâcle qui a été la fuite de l'Afghanistan de la part des États-Unis. Parce qu'en fait, c'est une compétence extrêmement précise, qui nécessite des résultats extrêmement précis, qui nécessite une planification minutieuse et toutes des ressources. Et vous imaginez, tout ça, c'est fait avec du papier. Il n'y a pas d'informatique. Donc, c'est parce que les gens étaient bien éduqués à l'époque. Même un général, il savait parler latin, il avait lu Homère, il savait probablement réciter du Joyce. Enfin, c'était des mecs bien formés. Alors, ils pouvaient être intelligents ou idiots ou prendre des mauvaises décisions. Oui, mais ils étaient super bien éduqués. Et donc, c'était pas des nains, c'était pas des nains intellectuels. Je pense qu'on a beaucoup régressé en un siècle au niveau intellectuel en Occident et généralement dans l'espèce humaine. Donc vous voyez, l'objectif est clair, c'est tout détruire, tout casser pour qu'ils s'arrêtent de se battre. Donc quand l'objectif est comme ceci, la question qui se pose, c'est jusqu'où tu peux aller pour tout détruire et tout bombarder, évidemment. Alors ce qui est intéressant, c'est que la volonté de terroriser la population, de lui faire enlever l'envie de se battre et de continuer la guerre, la propagande allemande, qui recevait ces bombes sur la tronche, eh bien, elle disait que c'était des bombardements terroristes. Et les Britanniques ne niaient pas ça. En fait, les Américains et les Britanniques disaient non, non, mais la question, oui, on veut vous terroriser jusqu'à ce que vous vous rendiez. Et en fait, la propagande allemande, elle a très bien fonctionné sur la population allemande, qui n'a pas du tout arrêté d'avoir envie de se battre et de gagner la guerre.
mais elle n'a pas du tout marché sur sur la population britannique. Vous savez, les gens écoutaient la radio, puis il y avait des radios, des postes allemands en anglais, en français, dans plein de langues, qui diffusaient à travers le monde. Et lorsque les Anglais entendaient et puis même les Anglais s'en amusaient, la presse s'en amusait, disaient les Allemands disent qu'on veut les terroriser. Et oui, bien sûr qu'on veut les terroriser, on veut gagner la guerre, et il faut qu'ils arrêtent, et si pour ça on va détruire leur ville. Alors explicitement, il n'y a jamais eu la volonté de tuer des civils. Alors évidemment, c'est implicite. Quand tu bombardes une ville et que tu détruis tout, implicitement, tu détruis des infrastructures, y compris des infrastructures civiles. Ce qui est absolument clair, c'est que jamais, en tout cas selon David Irving, jamais il n'y a eu explicitement volonté de détruire des œuvres culturelles ou des œuvres artistiques ou des ouvrages considérés d'importance historique, mais non militaire. Alors si un pont est magnifique, mais il sert à transporter des troupes et des munitions, et tout simplement il sert de pont, eh bien, il pourra être une cible, bien entendu. Si, en revanche, une église est au milieu d'une ville, eh bien, les bombardiers vont essayer de ne pas la cibler. Malheureusement, ce qu'on appelle depuis les années 90 avec un euphémisme tout à fait sadique, le dommage collatéral est inévitable. Si une usine est à côté d'une église et que les bombardiers ne sont pas si précis que ça, et c'est le cas, ils n'étaient pas très précis, eh bien, si vous fumez l'église autant que l'usine, ben, ma foi, voilà, c'est pas grave. Si vous bombardez une usine où il y a des ouvriers dedans, y compris des travailleurs de pays nominalement avec vous, et y compris avec des prisonniers de guerre, c'était le cas de mon grand-père, qui travaillait dans les usines, puisqu'il était prisonnier de guerre à un moment, il a travaillé dans les usines Audi. Ben, quand il me disait on se faisait bombarder par les Américains, ils savaient très très bien que dans les ouvriers de l'usine, il n'y avait pas que des Allemands. Il y avait des Américains, il y avait des Anglais, des Français, des Tchèques, des Russes, des Italiens, de tout ce que tu veux. Et ça clairement, pour le bombardier et pour le système de bombardement, enfin pour la stratégie des bombardiers alliés, c'était tout à fait acceptable. Et ma foi, c'était un risque à courir. Et c'était finalement des pertes qui étaient tout à fait acceptables. D'ailleurs, lorsque Dresde a été choisi, et on voit très bien, il explique très très bien le processus de choix. C'est-à-dire que Dresde était une ville qui a été très peu bombardée. Elle avait été bombardée une fois légèrement en 1944, en mars. Et puis une toute première fois, je crois, en janvier 1945, mais vraiment de manière très légère et vraiment sporadique. Mais lorsqu'il a été décidé en début janvier, voilà, la prochaine ville qu'on va raser, enfin qu'on va détruire en tout cas, ou dans laquelle on va détruire les industries, va être Dresde. On voit que d'abord, il décrit très très bien le processus de planification. Combien de bombardiers, quelle date, comment on organise le bombardement. Il faut d'abord passer avec des avions en fait, qui projettent, qui font tomber non pas des bombes, mais des systèmes d'illumination qui définissent la zone qu'on va bombarder, ou qui définissent les objectifs quand il y en a plusieurs. Par exemple, à Dresde, les objectifs étaient certaines usines d'armement, des baraquements militaires, il y avait des casernes. D'ailleurs, je les ai visitées. Les casernes, c'est devenu un musée de l'armée allemande qui est exceptionnel. Pas tellement pour les véhicules, mais pour la manière dont il explique l'histoire militaire allemande, qui va bien au-delà de 39-45, on est bien d'accord. Il y a tout un étage sur la période moderne, il y a tout un étage avec énormément de choses sur la RDA, puisque c'est une ville d'ancienne RDA, donc c'était un musée qui était fascinant. Et puis il y a tout ce qui est 16e siècle, 17e siècle, Moyen-Âge, il y a des choses magnifiques en Allemagne à voir. Voilà, et donc ces avions de reconnaissance vont définir la zone, ils vont préparer pour qu'ensuite les vagues de bombardiers bombardent là où ils doivent aller. Parce que l'idée, c'est pas de bombarder n'importe où. Chaque bombe coûte de l'argent, chaque bombe qui tombe ailleurs nécessite de revenir sur l'objectif peut-être plus tard. Ça a été le cas des Américains qui, eux, faisaient des bombardements plutôt de jour, alors que les Britanniques, qui avaient des bombardiers plus fragiles et plus sensibles aux attaques de la chasse allemande, des avions de chasse allemands, étaient plutôt spécialisés pour la nuit. Et donc, lorsque, en 1943, les Américains ont dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour aller bombarder Hambourg, Schweinfurt, Wuppertal, des endroits qui étaient vraiment des zones d'importance industrielle
notoire pour les Allemands, avec les usines de roulement à billes de Schweinfurt, il y avait les usines, les aciéries Krupp à Wuppertal et plein d'autres, à Dortmund et tout. Eh bien, lorsque tu loupais ton objectif, tu devais y retourner. Pas le lendemain, mais plus tard, un autre moment. Et chaque fois que tu y retournes, tu te prends la DCA, la flak, quand tu y vas, tu te prends les avions de chasse à l'aller, tu arrives sur l'objectif où il y a encore des canons qui vont le défendre, et ensuite tu rentres chez toi où tu auras encore des intercepteurs qui vont essayer de te choper. En plus de ça, tu as les pannes techniques. En plus de ça, tu as le fait que tu arrives avec des avions à moitié endommagés et que tu peux te planter en route, voire à l'atterrissage. 30% de pertes, les aviateurs de bombardement des Américains. Un tiers des équipages qui ont bombardé l'Allemagne pendant de 42 à 45 pendant 3 ans, un tiers ne revenait pas, au total. C'est-à-dire que tu pouvais faire 10 missions, puis la 11e, tu revenais pas, tu mourais. Beaucoup ont été capturés, beaucoup arrivaient à sauter de l'avion et, avec des parachutes et finissaient dans un camp de prisonniers. Et ensuite travailler dans les usines qui se faisaient bombarder par leurs camarades. Oui, ça c'est la mocheté et l'horreur de la guerre. Alors la particularité... Alors quand les Britanniques ont planifié l'attaque sur Dresde, c'était simplement parce que c'était un objectif qui avait encore des effets militaires. Alors là aussi, il y a eu une propagande qui a été mise en place après le bombardement qui a été extrêmement mortel, je vais y arriver, pour dire il n'y avait pas de cible militaire dans cette ville. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y en avait. Mais à l'extérieur de la ville, dans les faubourgs, autour de la gare centrale, là où il y avait des industries, justement l'usine de tabac, l'usine d'optique. Et, et donc, les Britanniques se sont dit, bah voilà, il y a une ville qu'on n'a pas encore bombardée, on va y aller, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu tout de suite, lorsqu'on parlait de Dresde, il y a eu tout de suite, à la fois dans le commandement britannique, et aussi, les Américains, ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas, mais chez les Britanniques, qui étaient des gens cultivés, et qui avaient voyagé en Europe avant, dans leur vie, Dresde était connue pour être une ville d'art et de culture. Et donc, il y a eu énormément en fait, de gens qui ont freiné un peu le mouvement, qui sont arrivés, ils ont protesté autant que c'est possible dans le monde militaire, mais en gros, ils ont dit mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez bombarder cette ville? Et le commandement britannique a dit non, mais on va faire en sorte de, évidemment, éviter le centre-ville magnifique historique, cette Florence du Nord, comme Dresde s'appelle, pour cibler uniquement les zones d'importance. Et ils ont réussi à convaincre, mais il y a eu même l'aumônier officiel de l'aviation britannique, de l'aviation de bombardement stratégique britannique, qui est intervenu pour dire attention, faisons attention, parce qu'il y a eu Cologne, ou je ne sais plus si c'est Cologne, ou en tout cas Berlin, je l'ai vu, les ruines de l'église, de la cathédrale de Berlin, elle a été détruite. Et c'est en fait, c'est faux de parler de vengeance pour Coventry, parce que j'ai aussi visité la cathédrale de Coventry, qui avait été détruite par ce bombardement allemand, qui n'était pas très précis. Hein. Les Allemands n'avaient pas cette compétence de bombardement stratégique. C'était des bombardiers tactiques qui pouvaient être efficaces sur le terrain pour soutenir l'avancée des troupes, ou pour attaquer dans la profondeur la logistique, mais n'étaient pas faits pour le bombardement de villes. Ils n'avaient pas l'optique précise à haute altitude. Enfin, c'était pas fait pour, ils n'étaient pas conçus pour ça. Et donc, lorsque les Anglais ont attaqué Coventry, ils ont chopé malheureusement l'église. Et les Anglais n'étaient pas contents, évidemment. Mais il n'y a jamais eu de volonté de vengeance explicite. Alors, implicitement, oui, bien sûr, lorsque tu bombardes Berlin ou Cologne et que tu chopes les cathédrales, tu dis, voilà, œil pour œil. Mais c'est pas ce qui était voulu. Vraiment, sincèrement, je pense pas. Et David Irving le fait. C'est pas parce qu'il veut défendre les Britanniques. Il cite pas mal d'exemples assez précis de cette volonté de ne pas attaquer ni des civils, ni des œuvres artistiques ou culturelles. Alors j'ai parlé de la compétence des Britanniques et dans leur capacité à cette époque d'être capable d'amener la terreur du ciel sur un pays industrialisé comme celui de l'Allemagne, mais il faut parler aussi de la défense allemande. Les
Les Allemands étaient exceptionnellement bien organisés, on s'en doute, et c'est un peu leur réputation, mais ils ont aussi mis en place, parce que l'expérience des bombardements et la montée en compétence s'est faite très très vite, et leur capacité à prévoir, parce que ce n'était pas du tout une surprise d'être bombardé, puisque justement on avait théorisé le bombardement stratégique pendant déjà les années 20 et 30, les villes allemandes s'étaient préparées très vite et très bien, avec des hôpitaux enterrés, avec des abris pour des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans chaque ville, avec une organisation extrêmement granulaire dans tous les recoins, dans tous les quartiers, même pas immeuble par immeuble, avec une hiérarchie de responsables très à l'allemande qui savaient quoi faire. On a même conseillé à un moment que chaque individu, dans chaque pièce, devait avoir des seaux de sable, des seaux d'eau, pour qu'en cas de bombardement, on puisse éteindre le début d'incendie et limiter les dommages. Quant aux abris souterrains, eh bien, les abris contre les bombardements, essentiellement dans les caves, des caves renforcées, ils étaient agrandis, ils ont été même avec des galeries qui communiquaient les uns aux autres pour éviter d'être coincés par des éboulements et de tomber, parce qu'ils étaient bien conscients qu'un des risques, ce sont les gaz, ce sont le monoxyde de carbone, la fumée qui asphyxie et qui peut tuer alors qu'il n'y a pas du tout alors que l'abri n'est pas touché. Mais simplement, voilà, la poussière, l'abri peuvent créer des dommages. Et là-dessus, il y a aussi l'organisation paramilitaire, des organisations, des brigades anti-incendie, des organisations de déblayage des débris en cas de problème et de reconstruction, plus tous les leurres qui, par exemple, dans certaines villes, il y avait des faux ponts, ils avaient dupliqué des ponts importants, stratégiques, en bois, de manière à rendre confus le repérage des bombardiers. C'est-à-dire que si tu bombardes le pont en bois, bah, c'est pas grave, le vrai, il est toujours là. Et donc, le fait d'amener de la redondance permettait de rendre moins efficaces les bombardements. Et puis, il y avait bien sûr la défense active, si je puis dire, entre la chasse aérienne et la DCA. Eh bien, l'idée était d'intercepter ou de détruire le maximum d'avions avant et après pour que cette guerre finalement d'usure industrielle ne soit pas au désavantage de l'Allemagne. Et donc tout était fait, et on le voit bien, David Irving l'explique bien dans son livre, tout est fait pour minimiser par ce travail de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la protection civile, mais à l'époque ça a des noms bien allemands et compliqués à répéter, qui sonnent durs. le Arbeitsdienst, des trucs comme ça, le Tote Bureau, des machins comme ça. Ils avaient même une organisation, bien sûr, pour soigner les malades. Il y avait la Croix-Rouge allemande, il y avait des hôpitaux, très distribués, décentralisés dans toutes les villes, dans tous les villages, mais aussi tout un système pour s'occuper des morts. Les Allemands étaient très à cheval sur l'hygiène et la prévention des épidémies, typhus, choléra, etc. Parce qu'on sait bien que des morts dans des bombardements, sous des gravats, surtout par exemple en été, eh bien, ils vont pourrir, ils vont se décomposer, et ça veut dire des bactéries, et donc ça veut dire potentiellement des infections. Donc il y avait tout un système pour s'occuper des corps, des cadavres, les identifier, enfin tout ça c'est très très bien organisé à l'allemande. Et l'expérience malheureuse des Allemands dans ce sens-là a été qu'ils ont eu des bombardements terribles, notamment Hambourg, où il y a eu, c'est pas le seul, je crois qu'il y a une autre Würzburg ou un truc comme ça, où il y a eu des bombes incendiaires, parce qu'en fait, dans les techniques de bombardement, l'idée c'est de panacher des bombes explosives. Alors ça, c'est surtout au début de la guerre, lorsque il n'y avait pas de grosses bombes. C'était des petites bombes qu'utilisaient les bombardiers britanniques, surtout. Des bombes de 250 kilos au total. Donc l'explosif, c'est une fraction de ça. Mais ces bombes détruisent, cassent, notamment les toits, et créent des débris. Et si on panache ces bombes avec des bombes incendiaires, les débris peuvent prendre feu. Et c'est là où il y a eu un peu de polémique, c'est que lorsqu'on attaque des industries pétrolières, ça a du sens. Tu casses les réservoirs avec les bombes, puis ensuite la bombe incendiaire met le feu à l'essence. Ça a été le cas à Hambourg, parce que évidemment tout ce qui est dépôt d'essence, de carburant, usine chimique, ça brûle bien.
Lorsqu'on attaque de la production, moins. Mais c'est quand même utilisé. Mais en revanche, dès que tu attaques du centre-ville, dès que tu attaques des habitations, ben là, c'est le feu de joie assuré, parce que tu as des meubles, des rideaux, des tapisseries, des tapis, toutes choses qui brûlent dans une maison. Et lorsque la première bombe te pète le toit, te propage à travers la maison, déchiquette tous tes meubles, tes machins, et qui fait du petit bois pour bien démarrer du feu, et qui ensuite c'est suivi par des bombes incendiaires, essentiellement c'est au phosphore qui brûlent, eh bien ces trucs qui brûlent à 500, 1000 degrés vont mettre le feu à tous ces débris et créer vraiment un incendie. Et parfois, quand c'est très concentré, ça crée un appel d'air. Donc l'oxygène est aspiré par le chaud et crée comme dans une cheminée une sorte puisqu'il y a beaucoup de choses qui brûlent, crée dans les immeubles et dans des rues des sortes littéralement des tornades, donc des appels d'air qui montent par le fait de la chaleur qui monte et qui sont remplis de flammes puisqu'il y a plein de choses qui brûlent autour. Et je vais vous lire quelques descriptions plus tard sur Dresde. C'est assez effrayant quand vous vous retrouvez vous vous retrouvez pas très longtemps dans ce genre de situation. Vous allez mourir vite. Mais enfin, vous allez mourir quand même. Ça va pas être très agréable le moment où vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de brûler. Et ça détruit évidemment beaucoup de villes. Et ça, c'était voulu. Parce que le fait de détruire une ville, qui est ou pas des habitants dedans, permet de casser le moral, enfin en tout cas, selon la théorie, de casser le moral de la population. Alors évidemment, ça n'avait pas marché sur les Anglais, lorsque les Allemands ont utilisé des bombes incendiaires panachées avec des bombes explosives sur Londres, Coventry et d'autres villes britanniques, et les Anglais étaient énervés et voulaient se battre encore plus. Les Anglais, enfin les Alliés, se sont pas dit que les Allemands allaient réagir pareil, visiblement. Mais bon, quand on a un outil comme des bombardiers stratégiques, je suppose que tous les problèmes ressemblent à une ville qui doit cramer et qui doit être détruite. Donc c'est comme ça. Alors, évidemment, Dresde a été choisi parce que il n'y avait pas il n'y avait pas encore eu beaucoup de bombardements dessus. Et puis, il faut dire aussi qu'à cette époque, l'armée rouge s'approchait de Dresde, elle s'approchait de Berlin. Et il fallait montrer un petit peu il fallait démontrer, faire une démonstration à l'armée soviétique de ce que les Alliés étaient capables de faire. Parce qu'en fait, l'armée soviétique était très puissante. Elle avait aussi une très très grande aviation, mais c'était plutôt comme les Allemands, une aviation tactique, plutôt capable de soutenir les troupes au sol. Et montrer la puissance de l'aviation américaine et britannique aux Russes, c'était un élément psychologique important. Alors, pour la petite histoire, les Russes, ils s'en branlaient complètement à cette époque-là. Ils n'avaient pas compris, enfin, c'est-à-dire Staline et la Stavka, le quartier général soviétique, pour eux, l'aviation stratégique, oui, bon, ils comprenaient, hein, ils n'étaient pas débiles, mais ils se disaient, bon, bah, nous, on n'a pas ça, mais on a des divisions d'artillerie qui suivent les armées et qui pulvérisent tout sur leur passage. Ok, on doit le faire physiquement, quoi. Mais bon, aller bombarder des trucs à 1000 km de nous, bah, on ne sait pas faire, puis on n'a pas d'argent pour ça, on va se focaliser sur ce qu'on a à faire. Ils n'étaient pas particulièrement impressionnés par le fait de voir des villes détruites par les avions américains. Ils se disaient, oui, c'est bien, ça nous aide dans notre effort de guerre, mais voilà. Et puis on va voir que plus tard, ils ont même minimisé l'impact pour des raisons de propagande. Et alors, la particularité, alors il y a eu plusieurs particularités à Dresde qui ont permis cette tempête parfaite du bombardement du 13 et du 14 février 1945. Et encore une fois, mon grand-père était dans un camp à 60 km de là et il me disait qu'il avait vu une ville brûler pendant 3 jours. Alors je suppose que c'était Dresde, parce qu'il n'y a que elle. Il y avait Chemnitz à côté, et puis il y avait Zwickau où il travaillait. Mais voilà, à 60 km, il y a Dresde, et c'était évidemment Dresde qu'il avait brûlé pendant 3 jours. Et il m'a dit qu'ils entendaient les avions dans le ciel, et que c'était un bruit incroyable pendant des heures. Alors, après, qu'est-ce qui est exagéré ou pas? Mais tout ça, je le relate dans mon livre Giuseppe, que je vous encourage à lire. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous encourage aussi à lire, il est là, Avant l'effondrement, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, revenons à Dresde. Dresde a une situation particulière. Elle n'a jamais été bombardée, ou très peu.
les nécessités de la guerre fin 1944, début 1945 font que les troupes de défense de la ville sont appelées à défendre d'autres villes qui, elles, sont attaquées en ce moment même. Donc, par exemple, toute la DCA, tous les canons antiaériens, ou la grande majorité des canons antiaériens autour de Dresde, vont être envoyés dans la Ruhr pour défendre la Ruhr face aux Américains qui s'approchent. Au moment de décembre, c'est la bataille des Ardennes. Les Allemands vont la perdre. Ils savent très bien qu'au printemps, les Américains vont attaquer à travers, en l'occurrence c'est la Moselle, je crois, et vont arriver sur la Ruhr, la zone industrielle majeure de l'Allemagne. Et donc ils mobilisent les canons aériens pour défendre la ville contre les bombardements, mais aussi contre les chars. Les canons anti-aériens sont particulièrement efficaces contre les chars parce qu'ils tirent en fait des obus à très haute vélocité pour aller très haut dans le ciel. Et ben, quand tu tires en vertical, ça va très loin et très vite, et c'est ce qu'il faut pour percer les blindages. Surtout si tu prends un obus un petit peu particulier, dur, et non pas un truc qui va exploser en faisant du shrapnel en l'air contre les avions. Bref, ça c'est un premier paramètre important. Un deuxième paramètre important, c'est que, puisqu'il n'y a pas de DCA, les Britanniques ont une tactique pour bombarder qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire que si l'objectif est là, ils vont mettre... normalement, tu illumines l'objectif, surtout de nuit, tu l'illumines avec des lumières rouges, vertes, etc., sur l'objectif. Et tu le bombardes. Sauf que les Britanniques ont remarqué que, comme il y a de la DCA, en fait, les bombardiers, ils ont un petit peu peur, ils prennent peur. Alors, le premier bombardier, il arrive là où il y a le truc rouge qui brûle, s'il dit c'est là où on doit attaquer, et il lâche ses bombes. Le deuxième aussi, le troisième, et au bout il y en a 500 dans une vague de bombardement, et bien au bout d'un certain nombre, les mecs ils disent bon bah c'est bon, on est sur l'objectif, parce qu'ils voient que les autres ils ont bombardé, et en fait ils ont tendance à lâcher les bombes plus tôt, parce qu'ils se font canarder, et donc ils ont peur, et donc ils disent plus vite on se barre, plus vite on rentre à la maison sain et sauf. Et donc voilà, ils ont remarqué dans les bombardements on a tendance à lâcher les bombes trop tôt, et donc on rate l'objectif. Et donc, ce qu'ils ont pris comme habitude de faire, ces petits malins, parce que c'est très intelligent de faire ça, c'est que si l'objectif est là, t'envoies les signaux lumineux un peu en avant. 1 km, 500 mètres, 1 km, 1 km et demi généralement. De manière à ce que le premier bombardier, il va rater, parce qu'il va bombarder trop en avant, mais la masse des bombardiers, elle va bombarder en arrière, donc sur l'objectif. Encore une fois, c'est les bombardiers de nuit. Les bombardiers de jour, c'est autre chose. Eux, leur problème, c'est les nuages. Parce que en fait, les bombardiers britanniques, c'est des Mosquitos, c'est pas les gros bombardiers. Eux, ils vont repérer l'objectif en rasemote. Ils vont faire le voyage en altitude, puis ensuite ils descendent en rasemote. Ils sont en avance par rapport aux autres. C'est des avions, on les appelle les Pathfinder, les chercheurs de chemin, enfin de reconnaissance. Ils vont passer même sous les nuages, à moins que ce soit vraiment le brouillard intense, auquel cas la mission ne peut pas se faire. La météorologie joue un très grand rôle. J'étais impressionné de voir l'effort de météorologie. C'est là où les premiers ordinateurs ont été développés. En parallèle du grand secret des ordinateurs de Turing qui étaient faits pour décoder les machines Enigma, il y avait des calculateurs, alors c'était sommaire et archaïque à l'époque, mais pour essayer de calculer la complexité de la météo et de la masse nuageuse, pour essayer d'arriver sur ton objectif au moment où il n'y a pas de nuages. Ça a été le cas à Dresde. Dresde, en plein février, ils se sont chopés 2 jours de beau temps, et c'est là où ils ont bombardé. Je vous raconterai ça. Mais, comme il n'y a pas de DCA à Dresde, et que ils ne le savent pas, les Britanniques, et ben les mosquitos de reconnaissance, ils envoient leurs signaux lumineux 1 km en avant, en pleine vieille ville de Dresde, pour que les bombardiers bombardent 1 km plus loin la gare, l'usine de tabac, les industries, les trains qui sont stockés dans la gare, etc. On va voir que ces trains, malheureusement, ne sont pas remplis de troupes, mais de civils. Notamment des trains hôpitaux, des trains de la Croix-Rouge, ça a été un vrai massacre. Et donc, les bombardiers, comme ils vont... comme il n'y a pas de DCA, ils vont pas avoir peur. Parce qu'ils veulent bien faire. Et donc, ils voient, pour une fois, ils partent pas avant, ils bombardent là où il faut.
Et donc, ils bombardent en pleine vieille ville. Autre particularité, la chasse, les escadrons d'avions de chasse allemands qui sont censés défendre Dresde vont être utilisés ailleurs, ces jours-là. Et ça explique la précision du bombardement et la précision sur des cibles plutôt civiles. Deuxième particularité de Dresde à cette période, c'est que Dresde, qui est une ville de 600 000 habitants dans son agglomération, c'est à peu près la population qu'elle a aujourd'hui, eh bien, à cette époque, est remplie à ras-bord de réfugiés. Il y a pratiquement 1,5 million de réfugiés partis de Silésie qui sont en train de fuir l'avancée de l'armée rouge, l'armée soviétique, mais surtout des Polonais. Les Polonais qui, maintenant qu'ils envahissent l'Allemagne à leur tour, massacrent systématiquement les fermiers, les fermes et se les approprient, évidemment. Et donc, il y a un nettoyage ethnique en cours, et donc les populations allemandes fuient. Elles fuient avec l'armée qui les défend et qui tient derrière, mais elles fuient. Et elles arrivent pour traverser l'Elbe dans un endroit où il y a des ponts, notamment Dresde. Et quand ils arrivent dans une ville, on est en février, il fait froid, et bien dans une ville, on peut s'abriter. On n'est pas dehors sur une charrette en train d'être tiré par des chevaux ou des bœufs, parce que c'était ça, hein, les paysans ne sont pas riches, quoi. Et donc, en Allemagne, il y a des réglementations. On leur dit, voilà, vous pouvez rester 3, 4, 5 jours. Après, il faut partir ailleurs. Mais on ne peut pas rester, c'est insalubre. Il n'y a pas de quoi. On n'a pas organisé pour avoir. De passer de 600 000 à 1,5 million de réfugiés, c'est pas possible. Bref, au moment du bombardement, on estime qu'il y a au minimum 1 million de personnes à Dresde. Tous entassés dans les rues, dans les caves, dans les hôpitaux, dans les trains, sur les chemins de fer, là où ils peuvent. C'est beaucoup, doubler pratiquement la population d'une ville. Et l'immense majorité de ces réfugiés, ce sont des femmes et des enfants, ou des personnes âgées. Mais l'immense majorité des morts, vous allez voir, c'est des femmes et des enfants. Terrible. Et donc bah, ça, les Anglais ne le savent pas. Et les Allemands, bah, ils n'ont pas de quoi les défendre, c'est comme ça. Et donc, lorsque le 13 février arrivent 2 vagues de bombardiers à 22 heures, je crois, les 2 premières vagues de bombardiers britanniques, je crois que c'est 2 vagues de à peu près, on s'en fout des chiffres, mais c'est à peu près 500 bombardiers chacune. Donc en gros, tu as 1000 bombardiers qui arrivent en 2 vagues. La première qui traverse la ville dans un sens et qui va viser ce qu'elle croit être les industries alors que c'est le centre-ville, et une deuxième qui passe dans une autre direction qui a également des objectifs différents. Mais ces 2 vagues de nuit vont bombarder. Alors, petit détail important, ces vagues arrivent avec un certain laps de temps de distance. La première vague bombarde la ville, puis 3 heures plus tard ou 2 heures plus tard arrive la deuxième vague. Pourquoi il y a ce décalage? Et c'est parce qu'on s'est rendu compte que les secours attendent 1 heure pour arriver. D'abord, il faut qu'ils se préparent, et puis ensuite ils entrent en champ pour sauver les gens, éteindre les incendies, etc. Et si tu attends un peu, la deuxième vague, elle va choper les équipes de secours, les pompiers, etc. Et oui, si tu veux casser l'ennemi, tu le casses intelligemment. Et donc, voilà, c'est comme disait ma fille quand je lui ai raconté l'histoire, c'est un truc de bâtard. Oui, bon, bah certes, mais tu gagnes la guerre ou tu gagnes pas la guerre, quoi. Et donc malheureusement, il y a des récits où en fait des équipes entières de pompiers, il y a 0 survivant. Parce qu'ils se font bombarder une deuxième fois en plein travail. En plus, quand tu es dans la fournaise en train d'éteindre un feu, que t'entends pas les avions qui arrivent, il n'y a plus de sirène, donc t'as pas moyen de dire merde, on doit s'en aller. Donc tu te ramasses les bombes une deuxième fois. Et puis le lendemain, coordonné avec évidemment par l'aviation stratégique alliée, et bien le lendemain, pendant que tout le monde s'affaire à essayer d'évacuer, que tout le monde part en panique, passent les bombardiers américains par un grand ciel bleu et eux chopent les objectifs plutôt militaires, là où tous les gens qui ont réussi à fuir le centre-ville se sont réfugiés, et donc ils bombardent essentiellement les chemins de fer, la gare. Ils détruisent pas les chemins de fer, ils bombardent bien la gare. Et là, on a des exemples, je vais vous passer la lecture, mais de gens qui sont... Voilà, parce qu'il y a toujours des survivants, hein, mais des trains entiers remplis de gamins, d'enfants, d'adolescents qui se font absolument pulvériser et qui meurent pratiquement tous. On a des trains médicaux, malgré le fait qu'il y ait une croix rouge dessus, bah, ils se font pulvériser.
ils soignaient les réfugiés parce qu'il y avait des problèmes. Bah, voilà, il y a toujours des malades, il y a toujours des blessés. Là aussi, genre, les médecins, les infirmières, les blessés, etc. Il y a une... c'est horrible. Il y a une... comment dire, il y a différents hôpitaux dans la ville, mais un des hôpitaux se fait choper, et particulièrement glauque, il y a l'aile, la partie du bâtiment qui est la maternité, où 40 femmes enceintes, plus toutes les femmes qui vont accoucher et leurs bébés, y passent, quoi. Et donc, ça, c'est pour le bombardement conventionnel de jour. Et puis, le soir, donc ça, c'est le 14, donc le 13, 14. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit 3 jours, mais en fait, c'est pas tout à fait exact. C'est vraiment 2 jours de bombardement. Mais arrive le 15, des escadrilles de chasseurs américains, des Mustangs, des chasseurs à long rayon d'action, qui, eux, viennent terminer le travail et qui descendent en Rosemont à essayer de mitrailler tout le monde. Et là, on a des récits. C'était assez classique, hein. Les Américains faisaient beaucoup ça, hein. C'était pas des gens sympas, hein, de ce côté-là. C'est pas très chevaleresque. Mais ils mitraillaient les civils. On a des récits dans tous les théâtres d'opérations de guerre où l'aviation de chasse américaine mitraille les civils. Alors, je sais pas si les Allemands faisaient ça. Je sais pas. Mais en tout cas, les Américains, c'est connu. Les Britanniques, j'ai jamais entendu. Mais il y a un côté chevaleresque, je crois, chez les Européens. Mais chez les Américains, c'est Far West. Je veux dire, t'es un Indien, je te bute. T'es un ennemi, je te bute quand même. Y compris si t'es civil. Donc il y a des récits comme ça de bombardements d'hôpitaux. Ils ont même coulé un bateau hôpital qui avait été dispatché sur l'Elbe pour essayer d'aider les gens. Bref, massacre, quoi. Donc ça a duré en fait 3 jours, bien que le troisième bombardement, il est très léger, relativement au deuxième. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce gros bombardement, surtout la nuit? Eh bien, c'est que le fait d'avoir bombardé 3 fois, avec 3 vagues en fait, fait que les secours sont jamais correctement arrivés. Donc on n'a pas pu lutter contre l'incendie. Et puis de toute façon, cette ville qui était voilà, magnifique, avec des églises, des bâtiments de l'époque baroque, du 18e, etc., ils sont tous partis en flammes. Et ça a créé, alors on a des flammes à 600, 800 degrés, qui créent un immense four et qui aspirent malheureusement tout. Alors, dois-je vous lire les exemples du livre? Mais c'est presque dramatique de vous lire les choses. Mais il y a des gens aspirés. Il y a des... voilà, non, je vais pas lire. Je vais reprendre un petit peu plus en arrière mon récit, mes témoignages que je voulais vous lire. Voilà, c'est intéressant. Alors, c'est des témoignages. Vous savez, le problème du témoignage, je tiens à le dire que, sauf pour les camps de concentration, où là, il faut croire les gens, quoi qu'ils disent. Mais en général, le problème des témoignages, et l'avantage de Irving, c'est comme il parle allemand et qu'il a été en Allemagne dans les années 50, c'était relativement frais dans la mémoire des gens. Mais, en tout cas, il faut toujours avoir un petit doute quant à la véracité d'un témoignage, parce que les gens peuvent, pour diverses raisons, se tromper, exagérer. Mais en tout cas, un employé de chemin de fer qui s'abritait près de la Postplatz vit une femme arrachée du milieu de la rue avec un landau, et je rigole parce que c'est horrible, et précipitée par le vent jusque dans les flammes. Des gens qui fuyaient le long des talus du chemin de fer, seule route qui ne fût pas bloquée par les décombres, racontent que des wagons furent enlevés par l'ouragan. Même des espaces ouverts tels que les grandes places et les vastes parcs n'offraient aucune protection contre cette tornade de flammes. Oui, bah ça, je veux bien le croire. Alors, les wagons qui se faisaient osciller, bouger, c'est une chose, à moins qu'ils étaient démontés. Mais enfin, je veux bien croire que le landau avec la nana, ouais, ça c'est possible. Un capitaine de cavalerie rejoignant son unité sur le front de l'Est, décrit en détail le sort que subirent les gens qui se trouvèrent avec lui pendant le second raid. Parce qu'il y avait des militaires, pas beaucoup, mais il y avait des militaires. 60 à 80 personnes, surtout des gens âgés et des enfants, devaient périr par suite des émanations. Donc oui, le problème, c'est les gaz toxiques de la fumée. Son cantonnement était situé dans la Karlbachstrasse, rue qui se trouve au centre de la tempête de feu après le second bombardement. Voici ce qu'il dit. Quelqu'un ouvrit bêtement une brèche dans le mur qui nous séparait de la cave voisine. Cette maison brûlait. Le bruit crépitant des flammes ainsi qu'une épaisse fumée s'engouffrèrent dans notre cave.
Il fallait faire quelque chose. J'avertis les gens qui étaient avec moi que nous allions tous étouffer si nous ne sortions pas à l'air libre. Je leur dis de mouiller leurs manteaux dans des baquets d'eau qui se trouvaient dans toutes les caves. Vous voyez, ils se préparaient, ils avaient dans toutes les caves des grandes bassines d'eau. Il y en a une autre histoire qui est un peu plus lugubre par rapport à ça, mais je vous la dire tout à l'heure. Quelques-uns seulement acceptèrent. Les femmes craignaient d'abîmer leur manteau de fourrure. Oui, parce que voilà, c'est comme ça. C'est en hiver, donc tu mets les manteaux que tu veux. C'était la première chose qu'elles avaient prise avec elles. Je leur donnai l'ordre de se réunir derrière moi sur les marches, et à mon cri, allons-y. Alors il faut l'imaginer en allemand, hein, ça donne. Euh, et de se précipiter dans la rue. Mes avertissements n'eurent guère d'effet. Finalement, je lançai l'ordre et je me précipitai dans la rue, et très peu me suivirent. Évidemment, ceux qui sont restés dans la cave sont morts asphyxiés. Alors, il y a pire, hein. Il y a pire. Même les escaliers avaient été rendus impraticables par les piles de bagages. Oui, parce que alors, tous ces réfugiés s'accumulent dans la ville. Et ils se mettent dans les escaliers, ils se mettent telle la racaille moyenne dans une banlieue française. Ils se mettent dans les couloirs, dans les escaliers, ils amoncellent leur, euh, leur, voilà, leur matériel inflammable un peu partout. Donc ça ajoute au combustible. Et lorsque, voilà, alors on a la gare, lorsque des centaines de bombes incendiaires percèrent le toit de verre de la gare, les piles de bagages amoncelées dans le hall de la gare prirent feu. D'autres bombes incendiaires pénétrèrent dans les cages des monte-charges des tunnels à bagages où beaucoup de gens s'étaient réfugiés et remplirent les tunnels de fumée asphyxiante. Donc ce n'est pas des gaz de combat, c'est de la fumée qui asphyxie les gens. Les tunnels et les passages souterrains n'étaient pas équipés pour servir d'abri anti-aérien, ne possédaient aucun système de ventilation. Une jeune mère débarquait d'un train venant de Silésie au moment même où le premier raid commençait. Son mari lui avait écrit de la caserne de Dresde qu'il était certain que la ville ne serait pas bombardée parce que les Alliés voulaient y établir la capitale allemande après la guerre. Donc tu vois, pendant la guerre, les gens ils racontent aussi des élucubrations. C'est pas du tout vrai ça. Mais voilà, il y a cru, il a écrit à sa femme se pointe. Elle était donc venue avec ses deux bébés. Alors là aussi, c'est un exemple. Alors, est-ce que c'était des jumeaux ou est-ce que c'est deux enfants en bas âge? Ou un est un bébé et l'autre est un peu plus grand. En tout cas, voilà, on imagine que c'est deux petits-enfants. Mais voilà, après, il y a parfois des petits problèmes de traduction. Bon, c'est pas grave, hein, mais ça donne l'idée. Avec ces deux bébés, chercher la sécurité à Dresde. Une seule chose me sauva, je m'étais frayé un chemin jusque dans une jusque dans une chambre de chauffe sous l'un des quais. Dans le plafond peu épais, un trou avait été fait par une bombe incendiaire qui n'avait pas explosé. Par ce trou, nous recevions juste assez d'air pour respirer. Tout le monde s'appuyait contre nous. Plusieurs heures passèrent, puis j'entendis quelqu'un crier et un officier m'aida à traverser un long couloir. Nous avions franchi le sous-sol. Il y avait là plusieurs milliers de personnes couchées par terre, immobiles. Et voilà. Et il y en a qui sont mortes comme ça dans des, dans des, dans des, dans des abris qui n'en étaient pas. Mais voilà, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Donc, par exemple, on a un hôpital. Alors, voilà, la proportion des morts et des blessés parmi les gens qui se trouvaient à l'hôpital bâtiment E de l'hôpital de Frauenklinik, euh, où les renseignements. Voilà. Alors, on a à peu près 200 personnes qui ont été tuées et on a pu en identifier que 138 d'elles. Alors on en parlera de l'identification et du nombre de morts parce que c'est important. Alors là, ils te disent, alors c'est les Allemands, c'est précis, hein, ils te disent 31% des cadavres n'ont pas été identifiés. Parmi ceux qui ont été identifiés, on a 90, donc 95 malades sont morts, 11 infirmières, 21 élèves sages-femmes, infirmières et filles de salle, 2 sauveteurs français. Et oui, les Français travaillaient à Dresde aussi. Euh, et 43 femmes enceintes tuées. Donc, voilà, c'est moche, c'est moche. Et c'est moche parce que je ne sais pas vous qui me regardez, mais moi j'ai beau être italien du Nord, je considère les Allemands comme faisant partie de mon peuple. On est dans le même bassin. Donc quand je vois des Britanniques intelligents tuer des femmes enceintes allemandes intelligentes européennes, c'est toute cette histoire entre cousins, ça m'énerve. Et si on est dans la mouise aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est tous tués entre nous pendant 50 ans comme des cons. Et avant aussi, mais là, c'était de manière industrielle. Et c'est pour ça que ce devoir de mémoire, il compte. Mais il compte aussi pour nous. Et entre nous.
pour qu'on se souvienne qu'on ne doit pas le faire, ni entre Allemands et Anglais, ni entre Allemands et Russes, ni entre Russes et Ukrainiens idéalement. Ok? C'est pour ça que je vous fais ces vidéos. C'est aussi pour la vidéo numéro 3, pour voir comment on se prépare. Parce qu'il y a plein d'informations intéressantes dans ces récits. Alors, oui, le problème ensuite, c'est la... Alors, je n'ai pas décrit les pires... ouais, ça c'est la partie après le bombardement. Je vais faire une petite pause ici, mais vous imaginez le problème, et c'est ce que me racontait un petit peu mon grand-père par euphémisme, quand lui il est arrivé tout début, enfin, ouais, je sais plus s'il est arrivé le 7 ou le 8 mai, mais au moment où les soviétiques ont pris la ville. Et il me disait qu'il y avait encore, moi j'ajoute le encore, parce que lui il pouvait pas savoir ce qui s'était passé exactement. Il avait vu un bombardement, mais j'en ai déduit que, en fait, lui il me disait qu'il y avait des bulldozers qui enterraient les morts. Mais je ne sais pas s'il avait bien compris que c'est des morts du bombardement et pas des morts de la guerre, entre guillemets. Et que la quantité de morts était telle, et que les Allemands étaient tellement à la ramasse en fin de la guerre, qu'ils n'avaient pas de quoi les enterrer. Et donc, en fait, au début, ils les enterrent de manière normale, c'est-à-dire il y a en gros 50 cm entre chaque cadavre. Et ensuite, ils se rendent compte qu'ils ont rempli toute la place où ils avaient pensé mettre les morts. Et il y en a encore 4 fois plus qui arrivent. Alors ils les mettent les uns sur les autres, puis ensuite ils font une couche de 3. Et puis ils ensevelissent ça avec de la chaux et de la terre, mais c'est pas assez profond. Puis elle dégèle bientôt. Enfin, c'est mars, quoi. Mars-avril. Et ça pue. Et les chiens viennent gratter la nuit, ils viennent déterrer les corps, ils les bouffent. C'est dégueulasse. Et donc ils craignent des épidémies. Alors il n'y a pas eu d'épidémie, mais ils les craignent. Et donc ils enterrent des morts dans la forêt, sauf que c'est pas facile de creuser dans une forêt. Et ils n'ont pas les machines, ils n'ont pas le truc, alors ils en brûlent. Mais comme on le sait tous, brûler des corps, c'est très compliqué. Enfin, je sais pas, je dis ça, vous n'avez jamais brûlé des corps. Bon, brûler des corps, c'est compliqué, il faut beaucoup de combustible. Puis le combustible, c'est pas ce qu'ils ont, les Allemands. Il n'y a plus d'essence, c'est le bordel. Donc quand les Russes arrivent, eux, ils ont des bulldozers, ils ont des trucs, puis ils s'en foutent. Ils raclent tout, ils envoient tout. Mais on a quand même eu cette chaleur. Et cette chaleur a fait fondre... à cramer, carboniser les gens. Donc on a des témoignages horribles de gens qui viennent sortir les cadavres carbonisés. Dans les caves, on a certaines caves, les gens sont morts asphyxiés, d'autres caves, ils sont morts brûlés, d'autres caves, il y a des rares survivants, mais dans certaines, ça a fait un effet de four. Et lorsque vous avez 200 ou 1000 personnes dans une grande cave, dans un abri en béton, et que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et que ça passe à 200 degrés, tu meurs. Alors, tu meurs d'asphyxie, tu meurs de montée de température, bref, c'est comme tu as une grosse fièvre, tu meurs. Mais ensuite, toi et ton corps et les gamins et tout, bah, ça devient une sorte de gélatine, une sorte de bouillon. C'est un gigot que tu mets au four, tu vois. Et en plus, à cette époque, bon, c'est en 1945, ils commençaient à subir les effets du manque de ravitaillement, mais ils avaient encore à bouffer en Allemagne, parce qu'ils s'étaient préparés à la guerre. Ils étaient bien préparés. Et donc, tu as des gens qui ne sont pas tout à fait chétifs, et donc ça brûle, et la graisse fond, et tu as un mélange, et tu as des secouristes qui arrivent, et qui n'osent pas y aller, parce qu'il y a 30, 40, 50 cm de bouillon, de gélatine, où c'est mélangé avec des vêtements, des cheveux, des os, de la viande cuite. C'est dégueulasse. Donc, vous voyez le truc. Et puis à l'extérieur, bah, des gens qui ont été chopés, qui sont tombés morts dans les débris sur l'asphalte, ils fondent à 200 degrés. Enfin, ils se ramollissent. Et donc les cadavres carbonisés s'incrustent dans l'asphalte. Une fois que c'est fini, ça se refroidit. Et ensuite, t'as des trucs comme ça que tu n'arrives pas à détacher. Parce qu'il faut chauffer, puis tu n'as pas le temps. Donc, soit tu vas à la pelle et tu rentres dans le tas et tu découpes, enfin, tu ravages le corps. Soit tu laisses, et à ce moment-là, c'est les oiseaux, les corbeaux, les chiens, les chats qui viennent bouffer le truc. C'est dégueulasse. Donc, vous imaginez le traumatisme violent pour... C'est pour ça que les gens à qui j'ai parlé, ils étaient particulièrement, pas énervés, mais ils étaient outrés, ils étaient scandalisés qu'on vienne le 80e anniversaire de leur souffrance à eux, leur mettre dans la gueule la souffrance d'autres personnes qui, eux, ont survécu.
C'est très maladroit, comme je disais tout à l'heure. C'est très très maladroit. Et moi, je pense que c'est une erreur. C'est pas volontaire, mais si c'était volontaire, c'est humiliant. Et vous savez, les gens qui souffrent et qui sont humiliés, même plusieurs générations après, ils risquent de se venger. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, faites attention. Alors, ce qui est terrible, c'est comment la politique a ensuite joué avec le nombre de victimes. Parce que là aussi, la mémoire victimaire, dans tous les sens, elle est toujours manipulée. Je disais, le problème de l'histoire, c'est qu'elle est écrite par les vainqueurs, et, euh, et c'est triste de l'instrumentalité de la sorte. L'instrumentaliser de la sorte. Alors tout de suite après le bombardement, il y a eu pas mal de gens choqués par le nombre de morts. Tout d'abord, les Allemands eux-mêmes. Le processus d'identification et de comptage, si on veut, des morts et des cadavres a commencé immédiatement, évidemment, et les Allemands étant très précis, ils ont mis des étiquettes, ils ont noté, chaque fois qu'ils ont pu noter les noms, euh, et qu'il y a eu possibilité de reconnaissance, parce qu'on sait très bien, c'est pas juste pour faire des chiffres sur un papier, c'est aussi pour que les familles puissent retrouver les disparus et leur donner un enterrement décent, ou même simplement savoir qu'ils sont morts et qu'on a trouvé le corps. On a un rapport au corps assez important chez l'être humain. Et, euh, et les autorités de la ville ont compté et identifié précisément euh, pratiquement 40 000 morts tout de suite, dans les 24 heures, 48 heures, le nombre de cadavres sûrs. Les autorités allemandes, donc le ministère de la propagande, donc du fameux docteur Goebbels, euh, qui d'habitude avait la particularité de réduire le nombre de morts. Lorsque par exemple à Hambourg il y avait, je sais pas, 20 000 morts, eh bien ils en annonçaient que 5 000 pour pour ne pas montrer à la population qu'il y a eu beaucoup de morts et pour montrer que voilà, finalement ces bombardements n'étaient pas très efficaces. Chaque fois on minimisait la chose. Il y a eu à peu près 2000 prisonniers anglais, américains et d'autres nationalités tués à Dresde. C'est quand même important. Et je crois que c'est 200 Britanniques, à peu près le même chiffre chez les Américains, plus d'autres nationalités, etc. C'est beaucoup. D'ailleurs, Kurt Vonnegut, cet écrivain, a écrit une histoire un peu loufoque, mi-science-fiction, mi-historique, qui se passe à Dresde, et lui-même a été là-bas, lui-même et travaillait dans un abattoir, et il racontait que, et c'est probablement tout à fait vrai, il racontait que c'était aussi une ville connue pour ses porcelaines. Lorsque, à la fin des bombardements, par miracle, eux étaient dans un abri qui n'a pas morflé, donc lorsqu'ils sont sortis, un des prisonniers a embarqué dans son manteau des morceaux de porcelaine, qui étaient intacts. Et il s'est fait choper, il s'est fait tuer, parce que voler, c'est verboten, c'est interdit, et c'est peine de mort dans ces situations-là. David Irving relate plusieurs cas d'Allemands qui essayent de voler des biens, surtout c'était les alliances, pas là où c'était la chaleur, parce que vous imaginez que si ça peut fondre à 200-300 degrés, l'or commence à devenir mou et fondre. Donc je ne sais pas exactement la température de fusion, ma fille pourrait le savoir. Mais clairement, les pilleurs et les voleurs, les détrousseurs de cadavres étaient abattus sur le champ. Parce que discipline, quoi. Faut pas déconner. Ouais, il y a des côtés bien chez les Allemands. Bref, donc ce comptage a mis du temps, et puis ensuite il y avait tout le problème des réfugiés, parce que eux, ils n'ont pas forcément leurs papiers dessus, ils n'ont pas résisté au bombardement, et puis c'est ce que m'expliquait quelqu'un dans la ville, le problème c'est que toi tu trouves un cadavre où il manque un bras, ou une tête, ou la moitié du corps. Et puis un autre secouriste, il trouve une tête. Et un autre encore trouve la moitié du corps. Et toi, tu fais comment à savoir qui c'est? Donc parfois, le problème, c'est que tu as des tendances à ajouter un certain nombre. Donc la propagande allemande, pour le coup, a annoncé 300 000 morts. Elle a dit, voilà, il y a 300 000 morts. Mais ils n'en savaient rien. Et c'est un chiffre qui est au-dessus de ce qui est possible et réalisable en réalité.
parce que sur 1 million de personnes, pas tout le monde était dans le centre-ville, etc. Donc clairement, la propagande allemande a été exagérée. Et encore aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas fait le travail ou qui n'ont pas lu simplement des livres. Moi, je ne prétends pas être pas du tout un connaisseur de cette histoire. Je vous relate juste ce que j'en ai vu et ce que j'ai lu. Mais il y a encore des gens aujourd'hui qui parlent de 300 000 morts. J'ai même lu des 450 000 morts, ce qui me paraît... Parce que bon, quelque part, il n'y a que 2 vagues de bombardiers, 2 fois 1000 bombardiers, donc ça fait 2000 bombardiers, si tu comptes le nombre de bombes. Tu connais les statistiques, parce que les Anglais ont des statistiques sur combien de... En gros, il faut 1 tonne de bombes pour tuer une personne, statistiquement en moyenne. Donc voilà, ça fait 2000 bombardiers qui bazardent chacun 5 tonnes, on va dire, en moyenne. Ça fait 10... Donc ça fait, avant que je dise des conneries, 2, ça fait 10 000 tonnes. 10 000 tonnes, ça tue en moyenne 10 000 personnes. Dans la guerre, c'est ça. C'est les statistiques britanniques de la guerre de bombardement sur l'Allemagne. Alors, vu les circonstances particulières de Dresde, c'est beaucoup plus. Et on verra quel est le chiffre qui paraît raisonnable. Mais clairement, c'est pas 450 000, c'est pas possible. Alors, le comptage définitif des gens qui sont identifiés, à l'époque, il n'y a pas de tests génétiques, etc., qui sont identifiés comme étant entiers, c'est au minimum 80 000. Donc ça rend Dresde le premier ou le deuxième bombardement le plus mortel de l'histoire de l'humanité. Tokyo, c'est 82 000. Hiroshima, c'est 45 000. Nagasaki, c'est 50 000. Enfin, pour donner une idée. Donc là, on est quasiment au double, quasiment au double de Nagasaki. Mais ça, c'est le minimum. Et lorsque on se penche sur les résultats les plus vraisemblables, on a un chiffre, et David Irving, en 1962, donne ce chiffre qui est issu essentiellement des autorités de l'après-guerre allemande, qui est entre 100 et 135 000. Et lui pense que c'est plutôt 135 000. Alors il y a des versions, il y a d'autres historiens qui pensent que c'est plus. Alors ce qui est rigolo, c'est que les soviétiques, quand ils arrivent, eux, ils disent, oui, bon, bah, d'abord, on s'en fout, parce que c'est des Allemands. Alors, il y a eu 2 phases dans l'occupation soviétique. Il y a eu la première phase, où ils sont arrivés, jusqu'à la paix, jusqu'à le fait de signer la capitulation allemande, où ils n'en avaient absolument rien à battre de ce qui pouvait arriver aux Allemands. Et une fois que la capitulation a été faite, Staline a ordonné à ce que maintenant ça se calme, donc on arrête les pillages, les viols et tout ça. Et là a commencé une première phase de pillage économique qui est de dire on va prendre toutes les usines allemandes qu'on peut, on les ramène en Russie pour compenser les usines qu'on a perdues. Et puis, très vite, ils se rendent compte, oui, mais le problème, c'est que maintenant, on est responsable des Allemands, et s'ils n'ont pas d'usine et qu'ils ne sont pas nourris, comment on va faire? D'ailleurs, c'était un problème que se posaient aussi les Alliés à partir de fin 1944, début 1945. Ils disaient, bon, si on continue à détruire l'Allemagne à coup de bombardement, le jour où on va l'avoir sur les bras, parce que c'est bientôt la fin de la guerre. Ils savaient que ça allait bientôt finir, que l'Allemagne était fichue. Bien sûr, ils le savaient depuis très longtemps, mais là, c'est imminent. Qui c'est qui va être responsable de nourrir 80 millions d'Allemands? Et ils se disaient bien, c'est nous. Sauf que là, comme c'est la paix, toi, t'as pas envie de passer pour Gengis Khan, t'as pas envie de passer pour un barbare. Et donc, ils se disent, attends une seconde, on va devoir nourrir nos armées, notre population chez nous, qui a déjà du mal, en 1945, surtout les Britanniques, mais va falloir nourrir, je sais pas, 60 millions d'Allemands, plus les Soviétiques qui doivent en nourrir 20. Et il nous faut du matériel de construction, il nous faut des usines, il nous faut du bois, il nous faut des charpentiers, Et attends, si on tue tout le monde et qu'on détruit toutes les villes qui restent, on va devoir s'arrêter. Donc Dresde, c'est un peu le dernier gros bombardement, parce qu'après, ils se sont dit, mais c'est même pas une question d'image, mais ils se sont dit, il va falloir qu'on reconstruise ce pays, ou en tout cas, qu'il soit pas trop délabré pour que nos forces d'occupation puissent pas trop avoir de problèmes et pas être occupées à sauver les gens au lieu de préparer l'occupation de l'Europe qui était prévue. Donc, bon, du côté soviétique, après le pillage des industries, ils les ont ramenés et ils ont financé pendant les années 50, 60 le redémarrage de l'Allemagne de l'Est. Mais c'est une autre histoire. En revanche, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont allés voir les autorités allemandes qui se sont mises à leur disposition. Évidemment, ils n'avaient pas le choix. Et en gros, quand ils leur ont dit combien il y a eu de morts,
et leur montrer les chiffres. Et le chiffre officiel, à ce moment-là, raisonnable, c'était 135 000. Et les Russes, ils ont barré un zéro en disant non, non, mais nous, on ne veut pas croire que les Alliés soient si efficaces que ça. On va mettre 13 500 et c'est fini. Et encore aujourd'hui, et clairement sur Wikipédia, mais on sait que Wikipédia est politisé, le nombre de morts est tiré très en bas. Et la justification, c'est de dire oui, mais ce n'est pas des habitants de Dresde, c'est des gens d'ailleurs qui sont morts à Dresde et donc on ne peut pas les compter dedans. Mais la vraie raison, c'est qu'on ne peut pas montrer la souffrance allemande. L'Allemand est le bourreau, on ne peut pas le montrer comme victime. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent. Mais les générations sont passées, il y a 80 ans qui sont passés. Aujourd'hui, à part 3 abrutis d'Antifa qui étaient là, la population, elle n'est pas dans la réhabilitation du nazisme, absolument pas. Mais elle est dans le souvenir de la souffrance et de la mort parfois de leur famille avant. Il y a des familles entières qui ont disparu, bien sûr, quand tu imagines 135 000 morts. Mais c'est le plus jamais ça qui est encore à l'ordre du jour. Et lorsque j'ai vu, et je vous ai mis les images en début de cette vidéo, il y avait des moments très touchants. Des moments touchants où on voyait ce qui se passe justement comme commémoration le 13 soir, et ils le font la même chose le 14 matin. À chaque fois qu'il y a eu ce bombardement, en fait, une partie de la population, j'ai trouvé que c'était pas beaucoup, mais justement, comme il y avait ces échauffourées potentielles qu'il n'y a pas eu, les gens sont dissuadés de venir, en fait. La présence policière dissuade les gens. Parce que s'il y a beaucoup de police, c'est qu'il y a du danger. La veille, il y a eu une attaque d'un terroriste, enfin d'un fou possédé par sa voiture qui a attaqué des gens sur un marché. Et donc les gens ont un petit peu eu peur. Mais en fait, c'était très beau de voir qu'à travers toute la vieille ville, les gens qui étaient venus, on s'est tous donné la main. On a allumé des bougies. Et on est resté comme ça en silence, tous ensemble. Euh, et pendant 20 minutes, les cloches ont sonné. En mémoire de ces 20 minutes du premier bombardement. Voilà, 20 minutes, c'est la première vague. Et donc, ils commémorent plusieurs fois ces 20 minutes d'enfer qui s'est déversé sur leur ville, littéralement. Mais ils le font en se donnant la main, signe de paix, les uns les autres. Donc, ça fait un cordon comme ça autour de la cathédrale qui s'est effondrée. Parce que je vous ai mis des images, pendant que je parle, je vous ai mis des images de quelques destructions de la ville. Il restait rien du centre-ville. Et la cathédrale s'est effondrée, et c'est qu'à partir des années 90, avec des fonds britanniques notamment, que les associations d'amitié germano-britanniques, et finalement c'est quelque chose qui est touchant, de cette amitié entre les peuples, encore une fois des peuples cousins, en l'occurrence des cousins germains, vraiment s'il y a un beau symbole, et les gens en sont reconnaissants et conscients à Dresde, c'est que 80 ans plus tard, il n'y a pas d'inimitié entre le peuple allemand et le peuple britannique du tout. Et que je pense qu'aucun des habitants de Dresde, à part quelques farfelus fanatiques, il doit y en avoir, hein, forcément. J'ai entendu parler de néo-nazis, mais je veux dire, ils doivent être 12, quoi. Eh bien, des vrais, hein, des vrais qui disent « Oh non, l'Allemagne nazie, c'était bien ». Non, il n'y en a pas. En revanche, personne n'en veut aux Anglais. Personne n'en veut aux Américains. Ils reconnaissent que finalement, la guerre, il fallait pas l'avoir commencé, et que voilà ce qui arrive quand vous donnez votre confiance à un État totalitaire, étatiste, socialiste. Je précise, c'est important de le dire. Après, il a tourné extrémiste, mais il a commencé socialiste. Et je vous donne, pour ceux qui pensent que David Irving est un nazi ou pro-allemand, c'était le premier anniversaire. Alors évidemment, ici, il parle de 1946, le 13 février 1946, où le commandant de l'aviation stratégique britannique embarque pour aller prendre sa retraite en Afrique du Sud. Bon, pour la petite histoire. Voilà ce que dit David Irving à propos du 13 février 1946, un an après donc le bombardement. C'était le premier anniversaire du plus grand massacre de l'histoire d'Europe, massacre accompli dans l'intention de mettre à genoux un peuple qui, corrompu par le nazisme, avait commis contre l'humanité
les plus grands crimes de l'histoire. Bon, moi je dis, David Irving, il n'est pas nazi, il n'est pas négationniste quand on entend ça. Alors ça, c'est en 1962. Après, plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, tout va bien. il est encore dans la religion. Il est encore dans le dogme. Il n'est pas encore blasphématoire et hérétique. Et c'est bien, il faut être juste dans l'histoire. Et il y a eu effectivement des crimes horribles, extrêmement massifs et très vastes, commis par l'Allemagne de cette époque, par l'Allemagne nazie. Et certainement, les enfants et les femmes enceintes mortes dans les hôpitaux n'y sont pour rien. Mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut éviter les guerres. Voilà pour la deuxième partie de ce topo sur Dresde. C'était long, évidemment. Et encore, je vous ai dit que le millième de ce qu'il y aurait à dire de cette magnifique ville que je vous encourage à visiter. Dans la troisième partie de la vidéo, dans une autre vidéo en fait, une troisième vidéo, on va discuter un petit peu, je vais discuter un petit peu de comment on se prépare à ce genre de problématique. Et il y a des solutions évidentes et d'autres un peu moins et plus subtiles. Donc je vous donne rendez-vous pour la suivante. À très bientôt, préparez-vous et évitez les guerres.